Alors, je vous présenterai votre prochain conférencier, Maxime Saint-Hilaire, docteur en droit, est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Il est le directeur pour le Canada français de la Runnymede Society. Il siège au conseil scientifique de l'Institut de droit parlementaire et politique et il est chercheur associé au Center for Constitutional Law and Legal Studies de la UBC. Il est l'auteur, entre autres, des Positivisme juridique au 20e siècle aux presses de l'Université Laval, 2020, qui a obtenu le prix de la recherche de la création de l'Université de Sherbrooke, réédité en 2024. Du livre La lutte pour la pleine reconnaissance des droits ancestraux, aux éditions Yvon Blais, en 2015, qui a reçu le prix Minerve, et d'une trentaine d'articles et chapitres. Il a co-dirigé la publication des ouvrages Attacks on the Rule of Law from Within, publié aux éditions LexisNexis en 2019, et Unwritten Constitutionalism, également aux éditions LexisNexis en 2023. Le professeur Saint-Hilaire a été professeur et chercheur invité au département de droit public de l'Université de Padoue, au Leuven Global College of Law, au Norwegian Center for Human Rights et à l'École de droit de Paris Sciences Po, entre autres. Il fut auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada. Mesdames et messieurs, accueillez Maxime Saint-Hilaire. Moi, je vais mettre ma billetterie. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici pour vous ennuyer en vous parlant de droit constitutionnel un samedi après-midi. Je remercie... Attendez, je suis en train de mettre ma minuterie là, pour ne pas abuser justement de votre patience, même si quelqu'un va aussi se charger de me rappeler à l'ordre. Donc, je remercie l'association et les organisateurs, et notamment Muriel, de m'avoir invité. Et j'ai envie d'en profiter pour relever aussi la cohérence du programme d'aujourd'hui. Je brûlais parfois l'envie d'intervenir lors des présentations précédentes. Je me suis rappelé que je disposais quand même de 45 minutes pour vous parler. Donc, voilà. Donc, on est en fin de journée, c'est peut-être l'occasion de récapituler un peu. Donc, vous voyez mon titre, « Droit constitutionnel à l'égalité, mise en contraste des conceptions américaines et canadiennes ». Qu'est-ce que ça vient faire avec le sujet du forum, hein? Le forum est consacré à l'universalisme. On a parlé d'EDI. Je vais d'ailleurs rebondir sur la présentation de mon confrère Arnaud Bernadette, qui vient d'intervenir sur l'EDI. Moi, je vous parle de droit. Donc, quel est le dénominateur commun? Bon, en quoi l'EDI s'oppose-t-elle, en somme, à cet idéal qu'est l'universalisme? Ce qui nous dérange dans l'EDI, c'est que d'abord, l'EDI, tout comme l'universalisme, ça ne cherche pas à comprendre les faits. Ça renvoie à des valeurs, ça renvoie à des normes et des principes moraux, politiques et éventuellement juridiques. Donc, ça concerne ce qu'on veut que le monde soit et non la connaissance du monde tel qu'il est. On est vraiment dans la sphère des valeurs. Donc, l'universalisme est une valeur. L'EDI, quoique le post-modernisme veut nier l'existence de la valeur et prétend lutter pour la justice sans aucun concept de justice, parce que tout serait lutte de pouvoir, tout serait guerre, guérilla même. Mais bon, on est dans la sphère politique avec l'EDI de manière éminente. On n'est certainement pas dans la sphère scientifique, bien qu'on le prétende. Et en quoi l'EDI nous paraît-elle comme politique incompatible avec l'universalisme? C'est que dans l'universalisme, il y a une idée qui est éminemment juridique d'égalité et de manière irréductible d'une certaine uniformité de traitement
Donc, l'idée est que toute personne dispose des mêmes droits. Le professeur Leblanc renvoyait à ça en parlant de citoyenneté, tandis que l'EDI, finalement, fait varier les droits avec les groupes réels ou putatifs d'appartenance des individus, donc en fonction, par exemple, de la couleur de leur peau, parce qu'on veut faire de la couleur de la peau l'appartenance à un groupe, par exemple. Donc, elle est là, la tension, pour un peu simplifier, parce que c'est à des fins, comme je dis, de récapitulation. Donc, voilà la tension entre l'EDI et l'universalisme. Or, l'EDI, et ça a bien été relevé dans la présentation du professeur Bernardet, l'EDI au Canada se présente notamment comme une obligation juridique. Donc, c'est un peu pour ça que je vais vous parler de droit maintenant. OK? Au Canada, on nous dit, puis on en fait un argument d'autorité, on nous dit, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec le programme, bien, de toute façon, sachez que c'est ce que le droit exige. Bon, la loi de 1986 sur l'équité en matière d'emploi, qui est une loi fédérale, a été évoquée. Bon, c'est limité au domaine de compétences fédérales. Les universités ne sont pas de compétences fédérales, mais elles sont financées, malheureusement, de plus en plus par le pouvoir central. Mais bien au-delà de la loi de 86, en fait, tout le discours de l'EDI, et notamment le E dans l'EDI, cette fameuse équité, veut s'ancrer dans l'interprétation qu'ont donné les tribunaux canadiens au droit à l'égalité. Donc, le droit qui est un droit notamment constitutionnel, qui est la protection contre la discrimination. Donc, le droit à l'égalité est devenu un droit à l'équité. Cette fameuse équité renvoie à ce que les juristes canadiens appellent aussi, pour d'ailleurs se vanter de leur science, appellent l'égalité réelle. Ce que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette conception particulière du droit à l'égalité qui veut faire des programmes d'EDI, des politiques d'EDI, une obligation sous forme de mesures de discrimination positive, cette conception-là, elle ne nous vient pas des États-Unis. Ici, le Canada a peu à envier, j'ai envie de dire, la science du droit constitutionnel canadien a très peu à envier à la science américaine. En fait, les juristes canadiens ont une conception du droit à l'égalité qui est à peu près unique au monde, et ça explique pourquoi des mesures qui sont prises ici au nom du droit à la non-discrimination seraient, à peu près partout ailleurs dans le monde, jugées discriminatoires. Le Canada est le seul à avoir des programmes dits de discrimination positive ou d'accès à l'égalité, par exemple en matière de distribution des chaires de recherche. Là où des programmes du genre existent, c'est en général limité. Par exemple, dans le milieu de l'enseignement supérieur, à l'admission aux études. Mais d'avoir des programmes d'accès à l'égalité dans la distribution des chaires de recherche, il n'y a aucun pays qui fait ça. Au Canada, on le fait, et on le fait en croyant avoir le droit de son côté. On le fait non seulement en indiquant que c'est permis, en soutenant que c'est permis, mais en disant que c'est même une obligation de le faire. Aux États-Unis, je vous dis tout de suite, ce ne serait pas permis. Ce serait inconstitutionnel. Donc, c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, non pas en vous disant ce que je pense, mon opinion et tout ça, parce que j'ai l'habitude de faire face à un auditoire qui m'est hostile, parce que, écoutez, je suis dans une faculté de droit canadienne. C'est ce que j'ai en commun avec Dante, c'est de pouvoir témoigner du 9e cercle de l'enfer. Donc, vous imaginez, dans les facultés de droit canadiennes, on ne peut pas remettre en question l'EDI. On a évoqué l'aspect dogmatique de cette politique.
C'est vrai, c'est dogmatique. Dans les facultés de droit canadiennes, il n'y a pas de diversité intellectuelle sur cette question-là. Aux États-Unis, il est possible de débattre de cette question. Au Canada, non. J'ai même un collègue et ami qui est en train de perdre son poste parce qu'il a osé remettre en question le DEI. Or, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, cette conception qui, j'insiste, est spécialement canadienne du droit constitutionnel à l'égalité est inexistante. Et ça a été confirmé en 2023 par l'arrêt Students for Fair Admissions contre l'université Harvard. Et alors que les professeurs de droit constitutionnel aiment bien parler du droit constitutionnel comparé, il faut élargir ses horizons, étudier les droits constitutionnels étrangers. C'est drôle, cet arrêt-là, personne ne l'étudie. Personne n'en a parlé. Alors, je vais vous en parler et je vais vous voir avec vous quelle conception de l'égalité sous-tend la jurisprudence américaine qui, soit dit en passant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis, ce n'est pas une jurisprudence qui est née de la dernière pluie. C'est-à-dire que la Cour suprême des États-Unis a une très vieille expérience en matière d'interprétation des droits fondamentaux, beaucoup plus aguerrie, si je puis dire, que la Cour suprême du Canada, que celle de la Cour suprême du Canada. Je vous cite un passage qui est extrait, non pas par exemple de l'ouvrage de John McWhorter intitulé Woke Racism, mais qui est extrait des motifs majoritaires de l'arrêt Harvard qui était rendu en juin 2023. Donc, pour mémoire, là, dans cette décision qui était attendue par plusieurs experts, on s'attendait au résultat, même si d'autres y ont vu une surprise, un revirement jurisprudentiel inattendu. Dans cet arrêt qu'on avait prédit, la Cour suprême des États-Unis a mis un terme définitif à la prise en considération de la race des candidats à l'admission dans les universités publiques, qui sont assujetties à la Constitution fédérale ainsi qu'à la loi fédérale, et dans les universités privées, qui sont financées par le pouvoir fédéral. La Cour suprême a mis un terme à ça. Alors, je vous lis un extrait. Plusieurs universités ont, depuis trop longtemps, conclu à tort que l'identité d'une personne ne se fondait pas sur les obstacles surmontés, les habiletés acquises ou les leçons apprises, mais sur la couleur de sa peau. Point. L'histoire constitutionnelle de ce pays ne tolère pas ce choix. Bon. La Cour suprême du Canada ne pourrait pas dire une chose pareille, à moins d'un revirement jurisprudentiel. Donc ça, c'est le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, qui a dit ça dans l'arrêt Harvard. Alors, comment se fait-il? Est-ce que le Canada ne s'est-il pas inspiré des États-Unis dans l'élaboration des programmes d'accès à l'égalité, de affirmative action? En effet, ces programmes-là ont été pensés aux États-Unis avant de l'être chez nous. Mais la réalité est plus complexe qu'on ne pourrait le croire si on n'a pas pris la peine de bien se plonger, ce qui est probablement pas normalement un passe-temps habituel, là, de se plonger dans la jurisprudence. Heureusement, moi, c'est mon métier, je peux le faire. Première des choses, aux États-Unis, et je vous dis tout de suite que c'est une différence avec le droit canadien, un programme d'accès à l'égalité est a priori discriminatoire. Donc, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas quelque chose qui, a priori, ne peut pas être tenu pour discriminatoire. C'est quelque chose qui, au contraire, est jugé a priori discriminatoire et qui a pu être toléré à certaines conditions tout à fait particulières. Les programmes
d'admission particuliers dans les universités américaines par lesquels la race des candidats à l'admission était prise en considération, parce que c'est fini, n'avaient jamais été reconnus valides en tant que programme de discrimination positive. Ils n'avaient jamais été reconnus valides comme mesure de lutte contre la discrimination systémique ou autre. Non, ça n'a jamais été permis. Ce qui a été permis, et à certaines conditions autres que nous verrons à l'instant, c'était, à titre, je répète, tout à fait exceptionnel, de prendre en compte la race des candidats parmi une foule d'autres facteurs, dans un objectif non pas de promotion de la diversité raciale, ça c'était pas permis. Dans un objectif de diversité, de promotion de la diversité du corps étudiant, entendu comme une espèce de diversité sociale. Et la race pouvait être une dimension parmi d'autres d'une trajectoire particulière. Donc, d'avoir surmonté peut-être cet obstacle, mais qu'on pouvait combiner avec, par exemple, le fait d'être issu d'un milieu socio-économique défavorisé. Bon, tout ça pouvait être pris en compte, mais dans le cadre d'une évaluation particulière et globale du dossier. Donc, première chose, ces programmes n'ont jamais été considérés être des programmes valides de lutte contre la discrimination. C'était des programmes a priori discriminatoires, mais tolérés si l'objectif qu'ils poursuivaient était différent. Ici, c'était diversité du corps étudiant, mais cette diversité-là ne devait pas être interprétée en termes purement raciaux. Ce n'était pas la diversité raciale. Ensuite, de tels programmes devaient être formulés de manière suffisamment précise pour pouvoir être assujettis au contrôle de constitutionnalité qui s'applique. Je ne peux pas rentrer dans le détail du degré variable avec lequel ils mesurent la constitutionnalité à la Constitution américaine est contrôlée. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est le degré de contrôle le plus sévère qui s'applique lorsque la prise en compte de la race est en cause. Et de tels programmes, afin de pouvoir passer le test, devaient suivre des objectifs qui étaient formulés de manière suffisamment précise pour permettre un contrôle fin moyen. C'est-à-dire, il fallait savoir quel était l'objectif précisément. L'objectif ne pouvait pas être n'importe lequel, c'était indiqué. Diversité du corps étudiant, ça c'était permis. Et les mesures devaient entretenir un lien précis avec cet objectif pour permettre un contrôle de nécessité. C'est-à-dire, la logique était la suivante, la mesure éventuellement pouvait être reconnue constitutionnelle si elle n'allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Autre condition plus particulière au programme dit d'affirmative action, parce que là, le contrôle de constitutionnalité sévère, il n'est pas limité à ces cas. Mais donc ça, c'était des conditions plus générales. Des conditions plus particulières au contrôle de ce type de mesures, telles que la prise en compte de la race lors de l'admission aux études, étaient que de telles mesures spéciales d'admission, politiques d'admission particulières, devaient être temporaires. Donc, c'était une tolérance. Donc, je rappelle, c'est a priori inconstitutionnel, c'est toléré à certaines exceptions, à certaines conditions, pardon. Et une de ces conditions particulières était le caractère temporaire. Ben oui, parce que c'est a priori discriminatoire. Donc, il fallait qu'on puisse concevoir, il fallait soit qu'un terme soit prévu dans la mesure où qu'on puisse concevoir le moment où la mesure aurait atteint sa fin.
Une autre condition particulière était l'interdiction de contingents, donc ce qu'on appelle les quotas. Les contingents raciaux, puisque l'objectif de diversité raciale n'était pas légitime, par voie de conséquence, d'avoir des objectifs de représentation raciale en matière d'admission aux études et d'admettre sur la base de contingents express ou cachés, implicites, c'était pas permis. Pour toutes ces raisons, ce n'était pas du tout une surprise, à mon avis. Ça pouvait très bien ne pas être une surprise pour ceux qui connaissent un peu le domaine, de voir la Cour suprême des États-Unis mettre un terme définitif à ce qui avait été une exception, qui avait été considérée comme une exception très particulière et qui d'ailleurs a toujours dû être temporaire. En somme, ce que la Cour... Il y avait une dissidence, hein, je ne vais pas vous le mentir. Il y a eu des motifs dissidents, puis parmi les motifs qui ont mené à la décision, il y a eu des motifs variés aussi, qu'on appelle en droit des motifs concordants. Mais ce que la majorité de la formation de la Cour suprême qui a entendu le dossier a reconnu, en somme, c'est que les universités ont un peu pris les tribunaux pour des imbéciles. Bon. D'abord, les objectifs qui devaient être précis. Je pense que ça vaut la peine. Je vais vous lire un peu parce que la Cour suprême des États-Unis l'a fait elle-même. Elle a cité les fameux objectifs qui devaient être précis et permettre un contrôle fin moyen. Je vous donne des exemples, j'ai traduit. Donc, les objectifs des politiques d'admission sensible à la race, hein, c'est ça l'expression qui est employée, des universités Harvard et de la Caroline du Nord, qui étaient en fait les deux universités en cause dans le dossier. Formation de futurs leaders dans les sphères publiques et privées. Préparer des diplômés universitaires à s'adapter à une société de plus en plus pluraliste. Mieux former les étudiants grâce à la diversité. Donc, pourquoi vous poursuivez une politique de diversité pour mieux former les étudiants grâce à la diversité? Bon. Favoriser la production de nouveaux savoirs provenant de perspectives diverses. Assurer la promotion de l'échange vigoureux d'idées. Ah oui. Donc, dans leur longue histoire multiséculaire, les universités n'ont pas fait ça avant l'invention des programmes de... Non, d'accord. Encourager une culture de l'innovation et de la résolution de problèmes et la formation de leaders et de citoyens productifs et engagés, et puis favoriser une culture de l'innovation, de la résolution de problèmes. Bon, là, la Cour suprême des États-Unis a dit « Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. » Là. C'est vraiment une terminologie de bureaucrate, empreinte de tautologie. Et comment voulez-vous qu'on puisse effectuer le contrôle qui s'applique? Autrement dit, là, c'est comme si la mesure non seulement avait échoué le cours, mais la mesure elle-même s'était fait refuser l'inscription au cours. C'est-à-dire qu'on n'a même pas satisfait au préalable, c'est-à-dire on n'a même pas ces programmes-là n'ont même pas pu se présenter comme des objets de contrôle. Ils étaient tellement mal formulés que ce n'était pas contrôlable. Ensuite, la Cour est quand même allée plus loin et a remarqué que bien qu'elle s'en défendait, les administrations universitaires en cause avaient adopté une approche numérique. Donc, en réalité, même si elles le niaient, elles admettaient ou non par la voie de cette procédure particulière en fonction de cibles de représentation raciale. Donc, c'était, autrement dit, des contingents déguisés. Et ça, on savait que ce n'était pas permis. Les universités l'ont fait quand même. En pensant quoi?
en pensant que la Cour suprême ne s'en rendrait pas compte ou que les démocrates auraient nommé suffisamment de juges favorables à ces politiques que ça passerait. Bon, peut-être que c'est ça. Autre chose, la Cour suprême a reconnu que, en fait, finalement, il était absolument impossible, même après avoir entendu les procureurs des universités en cause, il était impossible de s'imaginer un terme. Donc, c'est des mesures que les universités américaines prenaient, mettaient en œuvre, mais de manière permanente. Pour elles, c'était permanent. Il n'y avait pas de fin. Ça, c'était pas une mesure temporaire exceptionnelle, alors que c'est ce que ça devait être. Bon. Certains ont vu dans cet arrêt, comme je vous dis, un revirement, mais la plupart des gens, en tout cas, pas mal de gens s'y attendaient. Et peu importe ce que les gens en pensaient, à mon avis, l'étude de la jurisprudence américaine, et ça, j'y tiens, c'est important, révèle que cette décision n'est pas le fait de juges conservateurs. C'est pas une décision. Je sais que les nominations à la Cour suprême des États-Unis sont très politiques, mais la décision s'appuie sur une jurisprudence bien établie et cohérente et qui a été rendue par des cours suprêmes dont la composition politique, entre guillemets, avait varié. Donc, c'est une décision qui est tout à fait cohérente avec la manière dont la Cour suprême a interprété le droit à l'égalité aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, le droit à l'égalité, c'est un droit universel, entre guillemets. C'est le droit de toute personne d'être traitée de la même façon. Donc, ça veut dire que c'est un droit qui ne profite pas qu'aux groupes victimaires. Ça veut dire que un épouvantable homme blanc, cisgenre et hétérosexuel peut éventuellement être victime de discrimination et être reconnu tel. Donc, c'est un droit qui appartient à tous. Et les mesures de discrimination positive, en tant que telles, ne sont pas admises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, la loi fédérale avait permis à l'administration fédérale, non plus la Constitution, mais la loi fédérale avait favorisé de tels programmes, la prise de tels programmes par l'administration fédérale, mais dans la jurisprudence des années 90, ça s'était resserré totalement, de sorte que je ne suis pas certain de partager ici l'analyse de mon collègue Arnaud Bernardet. Les décrets de Trump, en fait, correspondent à l'état de la jurisprudence tel qu'il était avant même que Trump ne soit élu et ne prenne ses fonctions. Il y a eu une évolution, il y a eu une confirmation que même lorsqu'il s'agit de la législation fédérale américaine, ce n'est plus permis sous cette forme-là. Donc, ça, c'est aussi important de le rappeler. Ici, tout ne vient pas de Trump et tout n'est pas récent. C'est une longue histoire d'interprétation du droit à l'égalité qui en est venue à la conclusion que non, le droit à l'égalité, ce n'est pas un droit qui peut ne bénéficier qu'à certains groupes. C'est un droit qui bénéficie à tous. Et, chose importante, c'est un droit. Donc, c'est-à-dire, c'est une mesure juridique. Pourquoi c'est important? Parce que le concept d'équité ou d'égalité réelle, à mon avis, même s'il a été non seulement avalisé, mais développé largement par la Cour suprême du Canada, c'est un concept juridique non juridique. Il a été question de Kafka tout à l'heure. Je vais revenir 2 secondes sur Kafka. C'était fort pertinent de parler du procès puis de Kafka. Mais Kafka, qui avait reçu une formation juridique et qui avait travaillé pour l'administration publique, s'inquiétait de la déjuridicisation du droit par la montée de l'administration publique.
par la montée de l'État administratif. Donc, le procès de Kafka, c'est pas tant une critique du droit qu'une critique de la dégradation du droit avec la montée des procédures administratives qui, elles, justement, ne présentent pas les mêmes garanties. Donc, de manière analogique, j'ai envie de dire que la jurisprudence canadienne en matière de droit à l'égalité et de protection contre la discrimination a perdu beaucoup de sa qualité juridique parce qu'elle infère une injustice de simples faits. Donc, c'est l'approche qu'on appelle en anglais le disparate impact theory, c'est-à-dire que du fait qu'une mesure génère des effets perçus comme étant négatifs pour se répercuter sur des groupes victimaires, du fait que cette mesure existe, on en déduit qu'elle est discriminatoire. Or, comme notion juridique, la discrimination doit, d'une manière ou d'une autre, renvoyer à une forme d'arbitraire ou d'irrationalité. L'idée, c'est de faire une différence dans le traitement qui est arbitraire, qui est injuste. Ici, je dois dire que le droit américain a, avec l'arrêt Harvard, c'est confirmé, n'a pas succombé au chant des sirènes et resté du droit, c'est-à-dire que une mesure qui ne présente aucun élément d'arbitraire, qui est parfaitement rationnel aux États-Unis, ne pourra pas être considérée comme étant discriminatoire. Donc là, je regarde combien de temps il me reste. Ah oui, c'est le temps. Donc, je vais essayer de rapidement. Normalement, dans un cours de droit constitutionnel, on passe 3 heures pour présenter le test canadien. Là, j'ai 15 minutes. Donc, mais je vais aller à l'essentiel. Puis on pourra même, je pense même que si je rentre dans le vif du sujet puis j'arrête de me justifier, qu'on va pouvoir faire un petit exercice ensemble à la fin de ma présentation. On va prendre une mesure parfaitement rationnelle et on va se demander si une telle mesure pourrait être reconnue discriminatoire par la Cour suprême des États-Unis. La réponse sera non. On va essayer de voir pourquoi ce serait possible d'arriver à un résultat aberrant en droit canadien. Et pour le comprendre, il faut que je vous présente un peu où ça a dérapé dans le droit canadien. Bon. Comme je vous dis, il ne faut pas penser que tous les problèmes viennent des États-Unis, certainement pas en matière juridique. Le Canada n'a absolument rien à envier. J'ai une collègue, consoeur, devrais-je dire, qui est professeur à Oxford, donc je ne devrais pas dire consoeur parce que c'est quand même un autre niveau, prof à Oxford. Et selon elle, il y a eu 2 grands moments dans l'histoire de la pensée relative à l'égalité. L'histoire intellectuelle de l'égalité, il y aurait eu Aristote et l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Andrews. Vous voyez, comme 2 grands moments. Bon, il y aurait Aristote qui aurait bien travaillé quand même, puis il y aurait des points pour l'effort, mais la Cour suprême du Canada dans l'affaire Andrews aurait élucidé le concept d'égalité. Et ce serait presque la fin de l'histoire. Donc, on peut être prof à Oxford en disant des choses pareilles. Quelle est cette approche canadienne? Je vous dis, pas besoin des États-Unis pour faire ça au Canada, on est incapable. Bon. À la décharge du texte, dans la Charte canadienne des droits et libertés, il est vrai qu'à la différence du 14e amendement américain, les programmes d'accès à l'égalité sont prévus spécialement. C'est-à-dire que c'est à l'article 15 de la Charte canadienne, si jamais vous restez sur votre faim et puis ce soir, vous voulez aller plus loin. L'article 15 de la Charte canadienne, premier paragraphe, interdit la discrimination. Donc, on reconnaît le droit à l'égalité comme une forme d'interdiction de la discrimination. Paragraphe 2 du même article se lit comme une exception, c'est-à-dire prévoit que ne sont pas discriminatoires des programmes d'accès à l'égalité. Ici, il y a 2 lectures qui étaient possibles de faire. Soit, comme aux États-Unis, on voyait dans l'autorisation de programmes d'accès à l'égalité une exception authentique, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que la jurisprudence vienne ajouter des conditions qui permettraient exceptionnellement à une mesure qui, a priori, paraît discriminatoire d'être tolérée.
L'autre lecture, et qui est celle qu'ont retenu les juristes canadiens, professeurs de droit et juges surtout, c'est que en prévoyant expressément les programmes d'accès à l'égalité, notre Constitution en fait des mesures qui, a priori, ne sont pas discriminatoires. Ça ne peut pas l'être. En soi, ce n'est pas discriminatoire l'accès à l'égalité. Le problème avec une telle interprétation, c'est qu'elle se répercute sur le premier paragraphe. Parce que si on dit, contrairement à la jurisprudence américaine, que l'accès à l'égalité n'est pas a priori problématique, mais qui est d'entrée de jeu non discriminatoire, ben, la conclusion qu'on peut vouloir en tirer, c'est que si ce n'est pas injuste de favoriser spécialement des groupes historiquement désavantagés, ça veut dire que seuls ces groupes peuvent être victimes de discrimination. Donc, des groupes historiquement avantagés ne peuvent pas être victimes de discrimination. Évidemment, ce n'est pas du tout l'approche américaine. C'est l'approche canadienne qui a du mal à s'avouer expressément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas la seule interprétation possible. Or, je peux vous assurer, dans les facultés de droit canadiennes, il semble acquis que c'était la seule interprétation possible. On va vous dire, ben oui, mais c'est prévu spécialement en paragraphe 2. Donc, c'est sûr que ce n'est pas discriminatoire. Ah, ouais. Donc, aux États-Unis, tout le monde est dans le champ. Bon, apparemment, c'est comme ça qu'on pense. Donc là, il y a d'abord le fait que ce soit prévu spécialement dans le texte. Ça, c'est une différence qui peut un peu expliquer les choses, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer le résultat. Ensuite, la Cour suprême du Canada a réécrit le test à peu près à chaque dossier important qui s'est retrouvé devant elle en matière de droit à l'égalité. Donc, je ne sais pas là, si Aristote revoyait... Bon, il revoyait quand même pas mal ses travaux. Apparemment, on n'a pas accès à toutes les sources. On a juste accès à ses travaux ésotériques. Mais en réalité, si la Cour suprême, dans l'arrêt Andrews, avait élucidé le problème, je ne vois pas pourquoi elle aurait senti le besoin de tout réécrire à peu près dans chaque dossier. Mais quel est l'état actuel du test? À quelles conditions au Canada une mesure peut-elle être jugée discriminatoire? Donc là, sans passer 3 heures sur le sujet, je vais quand même vous résumer le test qui est assez alambiqué là, dans son état actuel, mais qui comporte 2 grandes étapes. Hein, il y a 2, et puis il faut les passer toutes les 2. Hein, les étapes sont cumulatives, ce sont des exigences cumulatives. Donc, la preuve qu'il faut faire pour faire annuler une mesure en tant que mesure discriminatoire exige d'abord de démontrer que la mesure crée à première vue ou de par cycle, parce qu'il ne faut pas dire ça, donc crée à première vue ou par son effet une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. Parce qu'en fait, il y a des motifs de discrimination dans la loi constitutionnelle, mais donc tels que, par exemple, la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, mais ce n'est pas une liste exhaustive. La jurisprudence peut reconnu et va continuer de reconnaître des motifs dits analogues. Mais la première étape dit, bon, ben, ce qu'il faut d'abord faire, là, c'est de prouver que la mesure crée un effet, puis en fait, l'effet est disproportionné. Donc, c'est vraiment la théorie de l'effet disproportionné. Donc, un effet disproportionné qui se fait sentir auprès d'individus qu'on peut mettre justement là, dans des catégories qui sont interdites. Donc, si une mesure a des effets négatifs, on se rend compte qu'une mesure a des effets... négatifs, j'ai parlé trop vite. Une mesure a des effets nets, patents, donc, et vastes, et vraiment distinctifs sur, par exemple, je ne sais pas, les Noirs. Donc là, il y aurait preuve de discrimination a priori, et là, on peut passer à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? Donc, si on a réussi à faire la preuve qu'une mesure a des effets disproportionnés sur des individus qui peuvent être recoupés dans une catégorie interdite de distinction de traitement, la deuxième étape, c'est de faire la démonstration que cette mesure impose un fardeau
ou nie un avantage d'une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d'accentuer ce désavantage. Donc ça, c'est la prose de la Cour suprême du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième étape, là, on regarde ici l'effet disproportionné. D'abord, il est négatif. Donc, parce que si il s'agit d'accorder des sommes immenses, ben là, ça, c'est un effet disproportionné, mais c'est positif. Mais là, d'abord, est-ce que l'effet disproportionné est négatif? OK, ça, on l'avait deviné. Mais ensuite, une fois ça établi, ça fait toujours partie de la deuxième étape. En plus d'être négatif, est-ce que cet effet a pour effet? Donc ça, c'est la Cour suprême. On est dans l'effet de l'effet. Première étape, c'était l'effet. Deuxième étape, c'est l'effet de l'effet. Donc, est-ce que l'effet disproportionné a pour effet... Ça, c'est mon métier. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'enseigne des trucs comme ça. Je vais demander de ne plus trop donner le cours de charte au bout de 15 ans. Effet de renforcer, perpétuer ou d'accentuer le désavantage. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, ça? Renforcer, perpétuer ou d'accentuer le désavantage. La Cour, ici, a produit une jurisprudence qui a beaucoup évolué, qui a eu un moment de lucidité où, à cette étape, il était exigé de faire la preuve d'une forme ou une autre d'arbitraire. C'est-à-dire que ce qui était interdit là, comme effet négatif, par exemple, sur les femmes, c'était un effet quand même arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, par exemple, entre l'objectif de la mesure, d'une part, et les capacités, puis la mesure elle-même, d'une part, et les capacités réelles des personnes visées. Donc, par exemple, si pour admettre des gens dans un programme de technique policière, on exigeait de faire 6 pieds 2 pouces de taille, hein, même si l'intention n'était pas de discriminer, on peut se rendre compte que là, cette mesure a des effets négatifs disproportionnés sur les candidates de sexe féminin qui, bon, c'est de moins en moins vrai, mais bon, qui ont moins de chances de faire cette taille que les hommes. Et puis, on pouvait prouver devant les tribunaux, en exigeant l'arbitraire, disaient, bon, si vous prouvez que c'est pas nécessaire de faire une telle taille pour être un policier ou justement une policière efficace, là, ça pourrait être reconnu comme étant discriminatoire. Donc, il fallait prouver quelque chose d'irrationnel parce qu'on est dans la sphère des valeurs et des normes. On n'est pas dans la sphère des faits. Ce qui s'est passé, c'est que l'arbitraire est devenu facultatif comme critère. Facultatif. Aux États-Unis, c'est pas facultatif. Il faut que la mesure soit irrationnelle. Si la mesure est purement rationnelle, elle ne pourra pas être reconnue discriminatoire. Ici, l'arbitraire, c'est facultatif. Donc, on peut passer par une autre voie si on conteste une mesure. On peut faire la preuve que la mesure a pour... attendez, je vais juste quand même reprendre les mots de la Cour. Que la mesure encourage les stéréotypes et les préjugés et, ce faisant, perpétue le désavantage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encourage? La Cour nous dit bien, il ne faut pas regarder l'intention. Ce n'est pas l'intention qui compte, on est dans l'analyse des effets. Et sans vous assommer avec le détail d'affaires antérieures, je peux vous dire que des mesures parfaitement rationnelles ont été reconnues par la Cour suprême en produisant des effets négatifs importants chez un groupe qui correspond à un motif interdit de traitement. Des mesures parfaitement rationnelles ont été reconnues, encourager les stéréotypes et les préjugés. Pour simplifier, le test actuel par lequel la Cour suprême du Canada contrôle les argumentaires de discrimination est finalement le test par lequel, en définitive, la Cour se représente
le droit à l'égalité, parce que c'est dans le test qu'on a la définition du droit à l'égalité. Ben, ce test correspond à la théorie de l'effet, le disparate impact. C'est-à-dire que si vous avez un groupe victimaire qui, dans l'histoire, a été désavantagé, une mesure est adoptée. On ne regarde pas l'intention. Cette mesure a des effets sur le groupe. Les effets ne sont pas gentils. Ce pas des effets qu'on veut. C'est des effets plutôt négatifs. Sans analyser la rationalité de la mesure, ça va être possible d'inférer discrimination du simple fait que ces effets négatifs s'ajoutent à un fardeau historique. La juge Abella, qui est quand même un des principaux artisans de cette jurisprudence et dont il a été question plus tôt, parce que elle a présidé la commission là, qui a donné lieu au rapport sur l'équité. La juge Abella, dans le dossier auquel je fais allusion, où une mesure tout à fait rationnelle a été jugée discriminatoire en vertu de ce test, où finalement on infère une injustice sur la base d'un constat factuel. Quand je parle de déjuridicisation, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est censé être dans la sphère des valeurs, et puis finalement on déduit discrimination, qui est censé être un concept axiologique, d'un constat de fait. Et la juge Abella a voulu nous rassurer en nous disant, de toute façon, c'est pas grave parce qu'il y a l'article 1er de la Charte. Je ne sais pas si vous avez, ceux d'entre nous qui n'êtes pas juristes, si vous avez entendu parler de l'article 1er. L'article 1er permet aux tribunaux de reconnaître qu'une atteinte au droit est justifiée et proportionnelle. Et la juge Abella a dit, c'est pas grave, même si notre test permet de reconnaître presque tout et n'importe quoi comme étant discriminatoire, puisque de toute façon, reste l'article 1er. Bon, premièrement, son jeu de mots. Premièrement, l'article 1er, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la partie au litige qui défend la mesure. C'est souvent l'État, donc c'est pas la même chose. Il y a un transfert du fardeau de preuve. Et ensuite, même si la mesure pouvait être sauvegardée grâce à l'article 1er, le jugement de la Cour, c'est quand même de dire que la mesure est discriminatoire. C'est de dire que c'est une atteinte justifiée au droit à l'égalité. Mais ça nous permet quand même de reconnaître des mesures parfaitement rationnelles comme étant discriminatoires. Tout ça par une théorie de l'égalité qui n'a plus rien de juridique, n'a plus rien d'axiologique, mais qui finalement infère une injustice sur la base de faits sociaux réels ou putatifs, c'est-à-dire on a un groupe victimaire, il y a une mesure devant nous, la mesure produit des effets négatifs, donc ajoute au fardeau, c'est discriminatoire. Donc, je ne vais pas vous donner la réponse à l'exercice, je vais vous demander, je vous invite à faire un petit devoir, puis je ne saurai jamais si vous l'aurez fait, mais dans l'histoire, ça n'a jamais été... il y a des avantages à vieillir, là, il y en a, mais en général, être plus vieux, ça vient avec un paquet de désavantages. Socialement et historiquement, on peut dire que les personnes plus âgées sont plutôt désavantagées, portent un fardeau plus lourd. Une mesure, par exemple, c'est sûr que si dans les faits, c'était vraiment contesté, on trouverait le moyen de passer, mais là, on fait l'exercice au fin de l'analyse de la conception canadienne du droit à l'égalité. Une mesure par laquelle, puis ça existe, il est possible de retirer son permis à une personne âgée parce que, par exemple, elle n'y voit plus rien. Est-ce que c'est mieux de reconnaître qu'étant rationnelle, la mesure n'est pas discriminatoire, même si elle ajoute, bien sûr, se faire enlever son permis, c'est négatif, c'est une mesure négative. Ça affecte plus spécialement les personnes âgées qui, historiquement, portent un fardeau. Donc, est-ce qu'il faut dire c'est de la discrimination, mais ça va être de la discrimination justifiée? Ou c'est mieux de dire, non, c'est pas de la discrimination, là, c'est
c'est la vie. Donc voilà les splendeurs de second moment dans l'histoire de la pensée sur l'égalité, donc après ce petit moment qui est celui d'Aristote. Voilà les splendeurs de la manière dont le droit canadien a élucidé le mystère de l'égalité et comment, si on en est un peu choqué, on n'a pas besoin d'aller trouver des coupables au sud de la frontière parce que pour eux, tout ça, c'est aberrant. Et ce qu'on fait au Canada est aberrant et serait inconstitutionnel là-bas. Et dans à peu près tous les pays, sauf dans cette société distincte, juridiquement parlant, du moins qui est le Canada. Voilà. Merci.